Vous écoutez La Vallée meurtrière, épisode 1, deuxième partie. On peut difficilement enquêter sur un meurtre sans tomber sur un autre meurtre ici. Surtout dans les affaires non résolues survenues à peu près en même temps. Et dans la même région. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assautine. On traverse maintenant le pont Red Wolf. C'est un pont particulièrement important, car il n'est qu'à une dizaine de kilomètres en amont d'où on a trouvé les restes de Kristen David. C'était la deuxième jeune femme disparue en à peine 2 ans. Ça aurait été alarmant dans une grande ville. Alors c'était vraiment terrifiant dans une petite communauté comme la nôtre. On est à environ 10 kilomètres en aval du pont Red Wolf. C'est dans ce secteur, le 4 juillet 1981, qu'un pêcheur a trouvé un sac poubelle en pêchant. Il a fait la macabre découverte, dans le sac, enveloppé de papier journal, d'une partie de corps humain. En regardant autour, il a trouvé un autre sac, à moins d'une centaine de mètres en aval, qui contenait une autre partie du corps. Alors il a contacté les autorités. La police est venue, mais il faisait presque nuit. Alors elle est revenue le lendemain matin et a fouillé systématiquement la portion en aval du pont. On a trouvé 5 sacs au total, contenant des restes humains dans du papier journal. On ne s'attend pas à ça quand on reçoit un appel. Peter Martin, coroner au comté de Whitman. Après 4 mois comme coroner, j'avais la pire scène d'homicide. Pratiquement jamais vue. C'était une scène de crime, mais une scène de crime faisant des kilomètres. On avait des bateaux, des gens avec des filets de pêche pour récupérer les sacs, pour sortir ces parties du corps de l'eau. On a suivi plusieurs pistes et fait appel à plusieurs services de police, dont certains faisaient le suivi des preuves matérielles, comme les journaux contenant les restes humains. Le corps a été démembré avec un couteau, par quelqu'un qui savait comment le dépecer. Il avait été soigneusement découpé. Ce n'était pas un amateur. C'était à se demander si le meurtrier avait de l'expérience et un endroit pour faire ça. S'il était du coin. Quand on a trouvé Kristen David, on a tout mis en œuvre. 2 États, 3 comtés et le FBI se sont impliqués. Sandra Lee, ex-journaliste au Lewiston Tribune. On n'a pas ménagé les moyens. On croyait qu'il finirait par trouver quelque chose. Mais rien. Puis 1 an plus tard, 3 disparitions au centre communautaire. Le 12 septembre 1982, Christina Nelson, 21 ans, et sa demi-sœur, Brandy Miller, 18 ans, disparaissent de Lewiston, en Idaho. Mais Christina et Brandy ne sont pas les seules à disparaître ce soir-là. Le 13 septembre, une disparition nous a été signalée par le petit ami de Christina Nelson. Donald Schauffler, ex-enquêteur au service de police de Lewiston. Et on a commencé à enquêter sur les déplacements des 2 filles. L'enquêteur Willie Russell et moi sommes allés chez Christina. On a trouvé leur sac à main, leur portefeuille, rien de déplacé. Aucun signe d'altercation ou de dispute. On a trouvé une note disant qu'elles allaient au supermarché et à la buanderie. On ignore si elles se sont rendues au supermarché.
elles ont disparu. La même semaine, on nous a signalé la disparition d'un dénommé Steve Purcell. Il n'était pas rentré chez lui et avait été vu pour la dernière fois au théâtre, le soir où Brandy et Christina avaient disparu. D'après ce que je comprends, ce soir-là, Steven serait allé à une fête avec sa copine, puis elle l'aurait ramené au théâtre, où il faisait sa lessive et jouait de la clarinette. Larry Pearsall, cousin de Steven Pearsall. Quand Steven a disparu, on a trouvé chez lui des chèques de paie non encaissés, son portefeuille et sa voiture. Il adorait sa voiture. Vous auriez laissé la vôtre? Non. Rhonda Albright, sœur de Steven Pearsall. Il n'aurait jamais laissé tout ça chez lui s'il était seulement parti. Le lien entre les deux filles et Steve Purcell, c'est qu'ils étaient tous impliqués dans les activités du théâtre. Ils se connaissaient. Christina et Brandy auraient marché de l'appartement en ville jusqu'au supermarché. L'une d'elles avait travaillé au théâtre, donc elles s'y sont peut-être arrêtées en passant. On voulait examiner de plus près l'intérieur du théâtre pour voir s'il y avait des signes de dérangement, de bagarre, de violence ou du sang. Mais rien ne permettait de croire que c'était un crime au départ. Tout ce qu'on avait, c'était 3 personnes disparues. En 2017, le théâtre de Lewiston est condamné. Il attend toujours sa démolition. Quand j'ai su qu'il serait condamné, je me suis fait un devoir de venir le visiter. Je voulais revenir pour faire mes adieux à l'immeuble. David Blaskiewicz, ami de Steven Pearsall. J'avais 22 ans quand je suis venu ici pour commencer ma vie. Et quand je suis arrivé ici, c'est devenu mon chez-moi. Tous ceux qui se sont impliqués dans ce théâtre y ont passé beaucoup de temps. C'était un groupe de gens très proches. Je suis toujours en contact avec plusieurs d'entre eux. J'ai rencontré Steven Pearsall à l'université et je l'ai pris au théâtre car c'était un artiste et que j'avais besoin d'aide pour une pièce. C'était un homme à tout faire. Il était concierge, donc il avait la clé et venait jouer de la clarinette. Il aimait la solitude et il l'a trouvée ici. J'étais inquiet quand on m'a appelé pour me dire qu'il avait disparu. Mais quand j'ai su qu'il était potentiellement impliqué dans la disparition des 2 filles, j'ai trouvé ça vraiment alarmant. Il s'est peut-être passé des choses horribles ici. Quand j'y pense, j'ai peur de ce qu'on pourrait trouver dans les décombres. J'ai commencé à venir dans la vallée en 2007, je crois. Gloria Boberts, cousine de Christina Nelson. La réceptionniste de mon motel m'a surnommée la femme au meurtre, car je viens ici depuis une dizaine d'années pour enquêter sur la disparition de ma cousine. Mais je ne m'intéressais pas qu'à Christina Nelson, Brandy Miller et Steven Pearsall. Je voulais tout le portrait. De 1979 à 1982, 5 personnes sont mortes ou disparues dans une petite ville américaine où ce genre de choses n'arrive pas, où on laisse sa porte ouverte et où on peut marcher dans l'obscurité, où on n'a pas ce genre de monstre. Les gens parlent de deuil, mais on ne fait jamais vraiment son deuil. Ça reste, mais on veut des réponses. Les familles veulent des réponses. Où sont passés leurs proches? Que s'est-il passé? Pourquoi? Et qui a fait ça?
On est au théâtre communautaire de Lewiston, en Idaho. C'est un lieu particulièrement intéressant dans l'affaire, car les deux filles disparues, Christina Nelson et Brandy Miller, marchaient dans les environs de ce théâtre. Et parce que c'est le dernier endroit où Stephen Purcell a été vu. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assotine. Donc, c'est un élément clé dans ces affaires. L'immeuble a récemment été condamné à cause de problèmes structurels. C'est peut-être ma dernière chance de l'examiner. On se trouve en ce moment dans la fosse d'orchestre, où la clarinette de Stephen Purcell a été retrouvée. C'est important, car ses amis et sa famille disent qu'il n'aurait jamais quitté la ville sans sa clarinette. Oui, on a trouvé la clarinette de Steve, ce qui semblait indiquer qu'un crime avait été commis, un enlèvement dans le théâtre, et possiblement un crime contre nature envers les filles. C'est très intéressant. Certains éléments de preuve dans cette affaire étaient décrits comme des cordes de coton ou quelque chose du genre. Quand j'ai entendu parler de ces cordes, je me les imaginais fibreuses et robustes. Mais celle-ci s'apparente davantage à une corde de coton. Je ne les avais jamais vues. Il y avait beaucoup de rideaux suspendus. C'est le genre de choses qui m'intéressent. Des choses que je vois maintenant que je n'avais jamais vues avant. Au début, notre seule personne d'intérêt était Steve Purcell, jusqu'à ce qu'on sache qu'un autre homme se trouvait dans le théâtre au même moment ce soir-là. Il connaissait les trois autres personnes, Christina, Brandy et Steve. Il nous a dit qu'il était là ce soir-là, mais qu'il n'avait rien vu ni entendu. Quelques jours plus tard, la police interroge l'autre homme présent dans le théâtre ce soir-là. Il déclare être monté au grenier et être tombé. C'est la partie du théâtre où le suspect serait monté pour gréer de l'équipement et aurait passé à travers le plâtre. Quand on sort des passerelles ou qu'on s'éloigne de la structure, il n'y a que du plâtre qu'on peut facilement défoncer en marchant dessus. Il a dit qu'il était venu ici, alors j'ai cru qu'on trouverait peut-être des indices. Mais je n'ai rien vu en bas, et je ne vois rien ici non plus. Il y a tellement d'isolant que c'est dur à dire. Mais on peut facilement tomber, et ça lui est peut-être arrivé dans le passé, d'où sa version des faits. Mais je doute qu'il soit tombé ce soir-là. L'homme déclare être redescendu après sa chute, s'être étendu et s'être assoupi. Dans une de ses versions, il a dit qu'il dormait et avait entendu le téléphone, mais ne s'était pas levé pour répondre. C'était peut-être seulement pour expliquer que si sa femme avait essayé de l'appeler au théâtre pour savoir où il était, si la police interrogeait sa femme, elle pourrait dire qu'elle avait appelé, mais qu'il n'avait pas répondu. Ce sont des détails, mais le diable est dans les détails. Il ne nous regardait pas dans les yeux en parlant. Il était agité. Donald Schauffler, ex-enquêteur au service de police de Lewiston. Il semblait nerveux par moments, durant l'interrogatoire, selon les questions, ce qui nous semblait anormal. On avait l'impression qu'il cachait quelque chose. Il déclare enfin ne pas avoir croisé Stephen Purcell ce soir-là. Voici la loge. La pièce où le suspect se serait assoupi vers minuit. Et voici la porte par laquelle Stephen Purcell est entré quand sa copine l'a déposé. Il a allumé et elle est partie. Je vois mal comment Stephen Purcell aurait pu entrer
allumer, faire sa lessive et jouer de la clarinette sans réveiller quelqu'un. Et je vois mal comment quelqu'un qui dormait soi-disant là ne l'a pas entendu entrer. Il ignorait peut-être à l'époque qu'on avait des preuves de la présence de Purcell au théâtre. Il a même ouvertement regretté d'avoir dit qu'il était au théâtre ce soir-là, puisque ça faisait de lui un suspect. Quand le nom du suspect s'est précisé, ça a mis la puce à l'oreille des autorités. Car cette même personne avait vécu dans la maison où Christina White avait disparu en 1979. Le soir où la famille de Christina a rapporté sa disparition, il s'est précipité au bureau du shérif pour se porter volontaire pour la retrouver, de toutes les manières possibles, ce qui était très inhabituel. C'était irréaliste. On lui a demandé de se soumettre au polygraphe, mais il s'est pris un avocat qui lui a dit de ne plus nous parler et nous a dit de ne plus le questionner. La rumeur s'est mise à circuler sur le nom du suspect. Quand on a tant de cas semblables si rapprochés dans le temps et dans l'espace, on commençait à craindre d'avoir affaire à un tueur en série. On parle de tueurs en série, de meurtres, de morts. Des choses dont personne n'a envie de parler ni d'entendre parler. Mais ça existe. Et des gens comme le suspect aussi. Et ils comptent sur le fait qu'on a peur d'eux. La police sait qui c'est. Si les gens du coin savent qui c'est, oui. C'était un secret bien gardé. Mais le pire secret bien gardé de la vallée. Personne n'ose dire son nom, car personne ne le dit, ne l'a jamais dit. Il est temps de le dire, de révéler son identité. Il ne mérite plus d'inspirer la crainte comme ça. Vous venez d'écouter La Vallée meurtrière. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Vallée meurtrière est un podcast coproduit par Initial Studio, Pixcom Productions et Saloon Media, adapté de la série documentaire audiovisuelle Cold Valley, coproduite par Pixcom Productions et Saloon Media, distribuée par Blue Ant et écrite et réalisée par Paul Kilbach. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legrain. Avec la voix d'Alix Martineau.